Économie et indépendance financière, voilà les thématiques qui seront abordées dans le cadre de la capsule audio présente qui est faite lors du mois de juillet de l'année 2024. Donc, j'ai abordé ces sujets étant donné qu'au moment où je vous parle, on est dans une période d'inflation. En fait, dans les derniers mois, les dernières années, l'inflation a été extrêmement élevée à comparer des précédentes décennies. Et compte tenu du contexte où les dépenses sont grandissantes par rapport à l'augmentation du coût de la nourriture, l'augmentation du coût du carburant, l'augmentation aussi du coût de l'habitation, plus particulièrement où ce que je me trouve au Québec, dans un contexte de pénurie de logement. Bon, ben toutes ces variables-là ensemble font en sorte que ça coûte plus cher pour vivre. Et à ce moment-là, ben, ça peut être intéressant de regarder par rapport à des moyens qui peuvent être mis en place pour favoriser les économies. Et dans cette optique, j'ai fait une liste de différents moyens que j'ai identifiés au fil du temps pour procéder à des économies. Naturellement, venant d'une famille de comptables, mon père était comptable, mon grand-père était comptable, mon frère est comptable. Donc, des gens qui vont faire des calculs, évaluer, compter, eh bien, dans une certaine mesure, j'ai hérité de cet intérêt pour la comptabilité et même avant la période dite de pandémie, au début des années 2020, qui a donné place par la suite à des dépenses incroyables du gouvernement, là, qui a sorti la planche à billets, qui a endetté massivement le Canada et qui a amené également une période de forte inflation, c'est-à-dire que plus que de l'argent qui est mis sur le marché, moins l'argent vaut quelque chose, donc parce que ça crée une abondance d'argent, etc. Donc, avant cette période-là, je m'intéressais aussi à la question de l'économie, mais compte tenu du contexte, puis le fait que dans les dernières années, il y a eu une inflation importante. Je pense que ça peut être intéressant là, de s'intéresser là, aux différents moyens qui peuvent être mis en place pour économiser, puis surtout avoir de la marge de manœuvre sur le plan financier pour faire face à des imprévus, comme par exemple avoir un fonds d'urgence. Et ça, c'est encore plus pertinent pour les gens qui ont des enfants, entre autres en bas âge, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver naturellement avec un enfant ou des gens qui ont des problèmes de santé aussi, des gens aussi vieillissants qui ont des problèmes de santé, étant donné que c'est pas évident, entre autres au Québec, avoir accès aux ressources dans le réseau public et avoir une marge de manœuvre financière pour être capable de se payer un médecin ou des soins de santé décents, ben, ça peut être utile dans cette optique-là. Donc, à ce moment-là, pour avoir une certaine indépendance aussi financière, parce que si la personne est capable de faire des économies puis avoir une marge de manœuvre financière, ben à ce moment-là, il n'est pas obligé d'accepter n'importe quel emploi qui se présente à elle. Et puis aussi, ben, ça lui permet de pouvoir faire preuve d'efficacité pour régler des problèmes, comme par exemple se payer plus rapidement une opération que dans le réseau public pourrait lui offrir si elle a les moyens pour faire affaire que le réseau privé. Donc, retrouver la santé plus rapidement. Bon, bref, cette mise en contexte faite, je vais vous présenter les différents moyens. Aujourd'hui, je me suis amusé à faire une liste des différents moyens que j'ai trouvés pour procéder à des économies. Donc, tout d'abord, je commence. Pendant que je vous parle, j'ai devant vous ma liste que je vais regarder. Tout d'abord, ben, ce que j'ai pris en note, c'est, dans le fond, se couper soi-même les cheveux au lieu de faire affaire avec une coiffeuse ou quelqu'un. En fait, lors de la période dite de pandémie, étant une personne n'étant pas considérée comme étant adéquatement injectée, eh bien, je n'avais pas le droit d'aller voir une coiffeuse pour me faire couper les cheveux. Donc, parce que ça, c'était réservé dans le cadre de l'apartheid sanitaire seulement aux gens adéquatement injectés. Et durant cette période,
Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez le magasin ici au Québec, le Canadian Tire, m'acheter un rasoir, ce que certains vont appeler une tondeuse avec différentes lames, pour que par la suite ma compagne me coupe les cheveux. Et donc, depuis environ l'année 2020, on est en 2024, donc ça fait à peu près 4 ans qu'elle me coupe les cheveux. Et ça représente des économies importantes parce que si le rasoir m'a coûté environ 50$, on s'entend que par rapport au coût de la main-d'œuvre qui a augmenté d'une manière importante dans les dernières années, si on parle des coiffeurs, ben à ce moment-là, j'ai rentré rapidement dans mon argent. Là. Ça prend pas plusieurs coupes de cheveux pour rentrer dans 50$ là, de dépenses pour un rasoir. Donc ça, c'est un des moyens que j'ai mis en place dans ma vie. Il y en a d'autres aussi, là. Donc, au lieu de manger dans des restaurants, ben, surtout dans les derniers mois, là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vois très rarement dans les restaurants, mais j'ai moins le goût d'y aller quand que je vois à quel point que ça augmente. Eh bien, ce que je fais, c'est que je vais manger chez moi, se faire soi-même à manger. Puis au lieu de jeter les restants de nourriture par rapport à un repas, parce que des fois on peut manger un repas, puis là il n'en reste pas assez pour que ça fasse un autre repas, on peut conserver le restant, puis avec un autre restant d'un repas différent, ben, mélanger ça ensemble, puis les deux moitiés de restant, ben, ça fait un repas, ben, ça fait un repas de moins à préparer. Donc ça peut être une autre stratégie qui peut être mise en place. J'avais déjà discuté avec une personne, puis elle m'avait dit, aujourd'hui, je vais manger un tout-ski. Puis là, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est-à-dire tout ce qui reste. Les restants de repas qu'elle n'avait pas mangé pendant les autres jours de la semaine, ben, elle mettait tout ça ensemble pour faire un repas. Puis l'idée est pas bête. Donc, surtout par rapport à l'augmentation de la nourriture qui a été quand même très importante. Ensuite, naturellement, une façon de s'alimenter de manière économique, ça va être, dans certains cas, de manger d'une manière végétarienne, parce que les lentilles, les pois chiches, ça va coûter moins cher que de manger du filet mignon ou du steak. Donc, dans mon cas, je vais manger habituellement sur l'heure du midi. De la nourriture qui provient d'une boîte de conserve que j'achète depuis plusieurs années est composée de 6 légumineuses différentes, donc une certaine variété. Donc, c'est une canne de conserve qui coûte ici au Québec environ 2,29$. Je vais acheter ça chez IGA. Et puis, ça me permet d'avoir des protéines. La canne de conserve, je la divise en 5 et ça me permet d'avoir pour 5 repas, 5 portions. Et je mélange ça avec du riz. Du riz, c'est aussi des protéines en termes d'accompagnement. Puis des légumes comme par exemple du brocoli, des carottes. Les carottes, c'est sûr que c'est bien d'en manger parce que ça contient de la carotine qui est bon pour les yeux. Ensuite, je vais manger de la courge, je vais manger aussi des olives. Des olives, ça comporte de la bonne graisse. Donc ça, c'est un repas que je mange habituellement sur semaine, du lundi au vendredi. Puis, ça va coûter moins cher que d'acheter du steak. Ensuite, c'est sûr qu'on peut acheter des aliments à rabais à l'épicerie en grande quantité. Donc, comme récemment, j'ai été ici au Québec. C'est sûr, si les gens m'écoutent en Europe, là, on n'a pas les mêmes références là, en termes de supermarché. J'avais été chez Maxi acheter des crevettes de l'Argentine ils valaient 12$, ils étaient en spécial à 9$. Bon, j'ai rempli mon congélateur, surtout que ça se conserve longtemps là, pour manger ces sachets de crevettes d'Argentine. Bon, il y a des trucs comme ça qui peuvent être faits. Ensuite, acheter des formats économiques. Donc, des formats économiques, habituellement, ça revient moins cher par rapport à la quantité. Il y a sans doute des choses que je vais dire que vous savez déjà. Une autre chose qui peut être faite, c'est porter les vêtements qui sont usés, qu'on peut plus porter à l'extérieur de la maison parce qu'ils sont pas beaux sur le plan esthétique.
comme par exemple des vêtements avec des trous, des vêtements décolorés. Bon, ben, quand je suis seul chez moi, je vais par exemple porter un pyjama avec des trous dedans. Donc, c'est sûr que l'avantage en faisant des capsules audio, ben, j'ai pas à dépenser une fortune en termes d'habillement. Vous me voyez pas. J'ai pas besoin d'acheter des habits complets, j'allais dire crevettes, mais complets avec une cravate. Parce que, en réalité, vous me voyez pas. Donc, je peux vous parler dans le confort d'être habillé avec un coton ouaté, avec un pyjama avec des trous aux genoux, puis vous ne me verrez pas. Ensuite, acheter des vêtements usagés dans des friperies. Donc ça peut être une façon naturellement de faire des économies. C'est sûr que les vêtements qui sont usagés, qu'on voit qu'ils ont eu plusieurs lavages, ben ça nous donne une idée après lavage, ça ressemble à quoi. Fait que des fois, c'est intéressant de voir. Puis aussi, ben, si le vêtement, on voit qu'il a été lavé plusieurs fois puis il est de bonne qualité, ben, c'est intéressant parce qu'il est résistant. Tandis que si on achète un vêtement qui est neuf, on ne sait pas toujours comment que la texture du tissu va réagir au lavage. Est-ce que la couleur va se dégrader? Est-ce que le vêtement va ratisser, ainsi de suite? Donc, ça permet à une certaine mesure d'éliminer ces interrogations-là. Sinon, c'est sûr qu'il est possible d'optimiser les déplacements. Donc, utiliser l'automobile pour se rendre en utilisant une liste, puis en utilisant Google pour trouver une façon de faire un trajet routier qui soit efficace pour optimiser les déplacements d'un commerce à l'autre pour éviter d'aller à droite puis à gauche de la ville. Donc ça, c'est une autre façon de procéder. Donc, aller dans plusieurs commerces dans le même secteur en faisant un ordre avec des listes de choses à acheter, puis d'une séquence qui fait en sorte qu'on ne se promène pas d'un commerce à l'autre dans la ville en zigzagant, là. Sinon, utiliser les appareils tant qu'ils fonctionnent. J'ai comme mentalité d'user à la corde les différents appareils que je dispose. L'un des appareils que j'ai chez moi que j'apprécie le plus, c'est un four. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo par rapport à ce four. C'est un four qui date de plus de 60 ans. En fait, mes beaux-parents l'avaient reçu en cadeau de mariage. Ils sont toujours ensemble en passant. Et ce four fonctionne toujours. La particularité, c'est que c'est un four qui n'a pas de composantes électroniques. Les composantes électroniques font en sorte que le produit risque d'être plus fragile. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les appareils anciens qui étaient faits pour être durables. Et les appareils plus récents, malheureusement, il y en a plusieurs qui sont soumis dans leur construction à l'idéologie de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que les concepteurs sciemment, d'une manière volontaire, vont mettre entre autres des composantes électroniques qui sont fragiles, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y a une composante électronique qui brise, puis là, finalement, de faire venir quelqu'un pour la réparer. Donc, ça revient tellement cher que ça vaut moins la peine, puis là, la personne va changer d'appareil. Donc ça amène de la consommation, de la surconsommation, voire de la pollution inutile. Donc, un four qui dure pendant 100 ans, peut-être qu'il va durer pendant 100 ans, ça fait 60 ans qu'il dure. C'est sûr que c'est beaucoup plus économique que de le changer continuellement aux 5-10 années, là. Donc, c'est sûr que vous ne retrouverez pas ça dans le domaine du téléphone intelligent. Donc, c'est sûr que ce que les Français appellent des smartphones, là, un smartphone qui va durer 60 ans, c'est comme impensable. On ne peut pas envisager ça. Pourtant, ça existe dans le domaine du four ou dans les électroménagers anciens. Pourquoi? Ben, c'est une question de mentalité. C'est une question aussi que, en fait, les modèles d'affaires d'entreprise, d'ailleurs, il y en avait une il y avait des gens qui avaient porté plainte contre elle parce que la façon qu'est fait le téléphone intelligent, c'est que des mises à jour qui sont voulues consécutives de manière à faire en sorte qu'après un certain temps, le téléphone, au fil des mises à jour, fonctionne de plus en plus lentement, au fil des mois et des mises à jour qui se rajoutent, et pour faire en sorte de créer une pression au sein du client
pour qu'il en achète un autre en disant, ben là, au fil des jours, mon téléphone intelligent fonctionne de manière de plus en plus lente, même chose pour l'ordinateur, donc il va falloir que j'en achète un autre. Tandis qu'avec le four, mon réfrigérateur, j'ai pas ces problèmes-là. Donc, ensuite, pour ce qui est de mon réfrigérateur, ben, c'est un réfrigérateur que j'ai qui naturellement n'a pas de composantes électroniques. Même chose pour la laveuse et la sécheuse. Plus précisément, le réfrigérateur que j'ai date de 1996 et j'en prends soin. Donc, en prendre soin, ça veut dire que je vais le nettoyer comme il faut pour enlever la poussière, notamment en dessous à l'arrière. Donc, un endroit où il y a un ventilateur. Il faut que j'ouvre le bas. Il y a une plaquette de métal au bas arrière de l'appareil que je dois dévisser. Ensuite, par rapport au ventilateur, je vais utiliser une balayeuse pour aspirer la poussière. Parce que s'il y a trop de poussière qui s'accumule à l'arrière, dont la partie avec le ventilateur, à un moment donné, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il fonctionne moins bien, voire qu'il ne fonctionne pas, ce qui va occasionner une réparation. Et je fais le nettoyage parce que j'ai une tour d'ordinateur. Bon, avec un petit ventilateur, je fais la même chose, c'est-à-dire je le nettoie avec la balayeuse pour aspirer la poussière puis les saletés qui peuvent s'accumuler à l'intérieur du boîtier aussi. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour entretenir des produits dans l'optique qui durent longtemps. Donc, mais il y a des choses qu'on est comme, à cause de la société, forcé à changer. Moi, j'avais naturellement une télévision analogique et la télévision analogique qu'il y avait dans le salon, ben je dis j'avais. Elle était à ma compagne, pour être honnête. Puis on l'a changé parce qu'à un moment donné, les chaînes de TV diffusaient plus d'une manière analogique. Il y a eu la transition vers le numérique, donc on était comme confrontés. Puis en même temps, ben, c'est sûr que je dois admettre que la qualité numérique, notamment haute définition, c'est nettement meilleur. C'est plus beau que de l'analogique. Donc ça, c'est un changement qui a été fait et dans l'histoire de l'humanité par rapport à un produit de consommation qui est la télévision. Ça a été un événement historique parce que les gens massivement n'ont pas changé la TV et s'en est départi parce qu'elle ne fonctionnait pas. Mais tout simplement qu'il y a des gens qui ont décidé qu'on passait de l'analogique au numérique. Et que les stations de TV allaient arrêter de diffuser le signal analogique. Ce qui fait qu'on s'est ramassé avec des dépotoirs remplis de télévisions fonctionnelles, mais analogiques. Parce qu'ils ont décidé que non, la technologie ne faisait plus. Donc ça a été une mutation technologique particulière. Bon, je vais continuer. Ensuite, pour ce qui est du déplacement, ben c'est sûr, quelqu'un peut s'acheter une auto usagée plutôt que neuve. La dévaluation de la valeur d'un véhicule automobile dans la première année, entre autres, elle est majeure. Donc, un véhicule automobile peut perdre de 25 à 30% de sa valeur, tout simplement en franchissant la porte du concessionnaire automobile. Donc, c'est sûr, ça peut être plus avantageux d'acheter une auto usagée par rapport au prix. Et c'est sûr qu'il y a des modèles d'automobiles qui vont être plus durables que d'autres. Ici, au Canada, bon, ben, quelqu'un qui achète une auto Toyota ou Honda, habituellement, c'est réputé pour être durable. Donc, ça, c'est des exemples de marques d'auto qui ont une très bonne valeur de revente habituellement. C'est sûr qu'en termes d'achat pour un véhicule automobile, moi, ce que je vais privilégier, c'est un véhicule automobile avec le moins possible de composantes numériques, comme par exemple le tableau de bord. La raison, c'est que si le tableau de bord ou l'ordinateur se brise, bien, ça représente des dépenses importantes. Puis les composantes numériques, sont coûteuses aussi. Puis en même temps, ben, pour être honnête, je trouve pas ça nécessaire. Tu sais, moi, avoir un gros tableau de bord avec la caméra de recul, non. J'aime avoir par contre la possibilité d'écouter de la musique dans un véhicule automobile, là, on puisse y connecter une clé USB. Ça, je vais apprécier ça, mais le reste d'autres éléments de gadgets électroniques, ça m'intéresse moins.
Donc, par la suite, il y a des trucs qui peuvent, à l'air insignifiants, sauf que sur une longue période de temps, ça peut représenter des économies majeures. Prenons par exemple par rapport à l'achat de certains produits d'hygiène courante. Bon, ben, si, par exemple, au lieu de se raser la barbe à tous les jours, la personne, elle se rase la barbe de 2 à 3 fois par semaine, chose que je fais, bon, ben, ça représente des économies par rapport à l'achat de la crème à barbe, par rapport à l'achat du rasoir. Donc, à ce moment-là, ben, si je me rase de 2 à 3 fois par semaine au lieu de 7 fois, ben, peut-être que mon rasoir va durer 2 fois plus longtemps, puis je vais peut-être prendre 2 fois moins de crème à barbe. Donc, ça peut avoir l'air ridicule ou minime, mais si cette économie-là d'échelle, disons, quelqu'un commence à se raser la barbe à 16 ans, puis la personne, elle se rend jusqu'à 82 ans, bon, ben, au fil des décennies, ça représente un montant d'argent quand même important, même si minime que ça puisse être. Ensuite, pour ce qui est de l'utilisation des shampoings, à un moment donné, j'avais discuté avec une personne qui était coiffeuse, puis la personne, elle me disait, ben, t'as pas nécessairement à mettre du shampoing à chaque fois que tu prends ta douche ou tu te laves les cheveux. Tu peux faire des alternances, comme par exemple, mettre du shampoing de 1 à 2 fois par semaine. Puis si c'est l'été, puis il fait chaud, puis tu vas te laver souvent parce que tu transpires beaucoup, bon, ben, c'est sûr que quelqu'un peut se laver la tête avec du shampoing. L'autre fois qu'il prend sa douche, il se rince tout simplement avec de l'eau. Puis ensuite, l'autre fois, il prend du shampoing. Il peut faire des alternances comme ça. Donc ça peut amener des économies par rapport à ça. Ensuite, quelqu'un peut, sur le plan du voyage, il peut faire des voyages en dehors de la saison touristique pour avoir des rabais. Prenons par exemple quelqu'un qui va voyager en dehors de la période de l'été, 21 juin jusqu'à la période de la fête du travail, environ le 5 septembre ici au Canada. Bon, ben, pour une même chambre d'hôtel, la personne elle va sans doute la payer moins cher. Pourquoi? C'est parce que le mécanisme de l'offre et la demande entre en jeu. Donc, quelqu'un qui achète quelque chose, en fait, je dis acheter, plutôt quelqu'un qui va louer une chambre, la même chambre au plein cœur des vacances de la construction, il y a une grande pression parce que beaucoup de gens sont en vacances simultanément ici au Québec. Et la même chambre dans la période hors saison, bon, ben, elle va faire des économies, là, surtout si elle apprend plusieurs jours, là, ça peut représenter plusieurs centaines de dollars. Donc, il y a ça qui peut être pris en considération, voyager en dehors des saisons. Ensuite, ça peut être aussi tout simplement pendant la saison forte. Prenons par exemple la période des vacances de l'été. Bon, ben si la personne est en bonne entente avec des membres de la famille, ben s'informer s'il peut être hébergé par eux. Moi, ce que je fais l'été depuis plusieurs années, je suis heureux d'avoir un oncle au Lac-Saint-Jean qui accepte de m'héberger, ma compagne et moi. Donc, au lieu de louer un hôtel à fort prix, donc je vais chez lui, puis il m'héberge. Puis ça, c'est une façon de procéder. Donc, c'est sûr que je suis privilégié là, par rapport à ça, parce que souvent, par rapport au voyage, la dépense la plus importante auquel j'ai été confronté au fil du temps, c'est vraiment l'hébergement. Donc, il y a ça. Ensuite, ben, c'est sûr que dans un autre ordre d'idée différent, ben, c'est sûr que quelqu'un peut acheter, si la personne a des enfants, ben, acheter des vêtements et des jeux pour bébés usagés, parce qu'il y a des économies importantes qui se font par rapport à ça, comparé d'articles qui sont neufs. Puis en même temps, ben, les vêtements, je l'ai vu. Donc, c'est sûr que les 2 premières années de vie d'un enfant, là, c'est là où il y a beaucoup de changements en peu de temps. Là. Moi, en quelques jours, un vêtement qu'il pouvait faire à ma fille ne lui fait plus. Donc, ça change, puis ça change très vite là, par rapport aux vêtements. Pour ce qui est des jouets, ben, c'est sûr qu'à mesure que l'enfant se développe sur le plan cognitif, un jouet qu'il trouvait intéressant il y a à peine quelques jours ne sera plus aussi stimulant là, dans quelques jours plus tard. Donc, ça change beaucoup. Fait que je trouve que ça devient moins pertinent dans un contexte pareil de dépenser pour acheter des jouets qui sont neufs. Là. Sinon, pour ce qui est de l'information,
Naturellement, pour faire des économies, ben, c'est d'arrêter d'acheter les journaux papier, puis à la place, à regarder des articles qui sont diffusés sur Internet. D'autant plus que pendant la période dite de pandémie, dans mon cas, j'ai été extrêmement contrarié par rapport aux journalistes québécois, que ce soit, là, entre autres, là, par rapport au Journal de Montréal, que j'ai trouvé complaisant, là, par rapport au discours du narratif officiel à l'égard de la période dite de pandémie des autorités gouvernementales. Donc, de l'esprit critique, là, j'en ai pas vu tellement pendant cette période-là de la part des journalistes. Et puis, dans le fond, je me sens pas coupable de ne pas acheter leurs journaux. De toute façon, même avant la pandémie, j'avais pas tendance à les lire, puis je suis pas à l'aise du traitement journalistique qui est fait de certains sujets, comme la question des changements climatiques, la question de la gestion de la période dite de pandémie. Donc, il y a différents enjeux de société, je trouve, qui sont mal couverts, qu'il n'y a pas assez d'esprit critique. Mais bon, ça, c'est moi, hein, j'ai mes exigences. Mais donc, une façon d'économiser, c'est d'arrêter d'acheter le journal. Puis, des fois, ça peut être de lire tout simplement le journal à des lieux publics ou des endroits qui est déjà là. Tu sais, il y a des gens qui vont, par exemple, je vais parler de ce que je connais très bien, comme moi, quand je vais visiter mes beaux-parents, le journal est là pour la journée courante puis les jours précédents. Donc, j'ai juste à regarder les journaux qui sont là, au lieu d'acheter le même journal chez moi, là. Mais de toute façon, le journal, c'est quelque chose en déclin. Donc, je suis pas sûr que les plus jeunes, là, c'est-à-dire les 20 ans et moins, vont être des amateurs de journaux papier, alors qu'ils vont grandir dans une société qui met l'emphase sur le numérique puis les nouvelles en ligne. Donc, j'ai l'impression que c'est appelé à disparaître. Ensuite, faire des économies, ne pas être abonné au câble et écouter la TV sur Internet. Ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années, dans le sens que sur Internet, il y a beaucoup de programmes, d'émissions. Puis, à ce moment-là, ben, ça permet de faire, au lieu d'être abonné à Internet, téléphone et câble, bon, ben, moi, quand que je vivais avec ma mère, il y a plusieurs années avant que j'aille en logement, bon, ben, la famille, on avait le câble de la famille où je proviens. Puis par la suite, quand j'ai été en logement, j'ai jamais pris le câble, là, non. Ensuite, négocier des rabais avec la compagnie Câbleau Distribution. En fait, le conseil que je peux donner aux gens par rapport à ça, il est tout simple. La plupart des compagnies de câbleau distribution, ce qu'elles font, c'est que pour attirer un nouveau client, ben, elles disent, si vous joignez à nous, vous allez avoir des rabais pendant 1 an ou 1 an et demi. On fait miroiter des rabais quand même significatifs par rapport à des nouveaux clients. Et ensuite, quand la période est finie, eh bien, la personne tombe sur les tarifs réguliers. Sauf que ce que peut faire la personne, c'est qu'au moment où elle est censée tomber sur les tarifs réguliers, dire qu'elle est insatisfaite, donc en parlant au service à la clientèle, qui vont probablement la référer au service des plaintes, puis dire au service des plaintes, ben, vous pouvez dire si vous trouvez ça injuste qu'un bon payeur comme moi, on peut être orgueilleux un peu, là, ben là, c'est pas, comment dire, c'est une façon aussi d'être honnête, dans le sens que si la personne, ça fait 1 an qu'elle est avec la compagnie, elle paye à tous les mois, elle peut dire, ben, je trouve ça injuste que je perde mes rabais parce que je suis un bon client, je suis fidèle à l'entreprise, alors qu'un pur étranger dont vous ne connaissez pas la fiabilité peut bénéficier d'un tarif moindre que moi, alors que je suis gentil avec vous. Je vous paye à chaque mois d'une manière régulière et récurrente. Ça, il faut être honnête, il ne faut pas avoir de compte en souffrance ou des retards de paiement, mais si la personne paye tout le temps en temps, elle peut avoir un argument quand même important qui peut lui servir de mettre de l'avant qu'elle a quelque chose à offrir, c'est-à-dire de la fiabilité en termes de clients, ce qui n'est pas le cas de tous les clients, et qu'elle mérite d'être récompensée pour sa fiabilité en retrouvant les rabais qu'elle est censée perdre. Fait que ça peut être une stratégie. Moi, au fil du temps, j'ai eu à négocier avec la compagnie de câbleau de distribution pour ce qui est du téléphone et de l'Internet des rabais. J'avais des rabais, ensuite je les perdais, je renégociais, je les retrouvais. C'est un travail, dans un sens, de faire ça, mais
Ça donne du résultat, puis ça permet de faire des économies d'échelle. Ensuite, façon de faire des économies, ben c'est de faire de la négociation pour la compagnie d'assurance habitation puis assurance automobile si vous avez une auto. Donc au Québec, il y a le site web Clic Assure. J'avais vu des publicités à la télévision. Je dis à la télévision, parce que j'écoute des fois les bulletins de nouvelles sur mon ordinateur de canaux de télévision comme TVA. Je ne fais pas ça nécessairement à tous les jours, mais je regarde un peu où est-ce qu'on en est dans entre guillemets, les préoccupations de ma société qui sont véhiculées à travers les médias de masse. Mais bon, bref, il y a la compagnie Clic Assure. Je peux quand même parler en bien d'eux parce que l'année passée, j'avais fait des soumissions. Je les avais contactés pour avoir des soumissions en fait. Puis, vous allez sur le site en ligne. Ça prend quelques minutes, vous rentrez les coordonnées pour avoir, par exemple, au jeune auto une soumission par rapport au modèle de l'auto. Puis, vous allez avoir au moins 3 entreprises qui vont vous proposer une police d'assurance. Puis là, à ce moment-là, c'est d'identifier à l'égard des différentes options celle qui est la moins chère. Et ça permet de faire des rabais. Au fil du temps, ce que j'ai réalisé, c'est que l'infidélité, à part dans le couple, donc dans la relation amoureuse, et j'insiste là-dessus, pour pas que mes propos soient mal interprétés, mais l'infidélité partout, sauf à travers le plan amoureux, ça paye. Dans le sens que quelqu'un qui fait affaire avec une compagnie de câbleau de distribution puis menace d'aller ailleurs, ça se peut qu'il y ait un rabais. Même chose pour une compagnie d'assurance habitation, d'assurance automobile. Donc, il y a différents trucs que la personne peut négocier, peut dire, si vous ne donnez pas le rabais ou si vous n'accottez pas la compétition, donc donner une offre de nature similaire, je m'en vais ailleurs, ça peut donner des résultats. Donc, d'avoir une négociation financière là, à ce sujet-là. Sinon, pour faire des économies, écoutez des films chez soi, sur Internet, au lieu d'aller au cinéma. Bon, aujourd'hui, je suis abonné Netflix, là, ce qui fait que, dans le fond, je paye pour un service où il y a de l'argent qui va aux gens qui font les films, là. Mais c'est plus économique. Donc, même si là, au mois de juin 2024 ou début juillet, je sais qu'il y a une augmentation, là. Mais même à ça, donc par rapport au forfait de base, ça demeure quand même plus économique de visionner ça par rapport au coût d'un billet là, pour aller au cinéma ici au Québec. Là. Ça, c'est clair. Là, ça permet de faire des économies. Donc, être abonné là, sur, par exemple, une plateforme de diffusion web là, par rapport à des films. Donc, ça, c'est une façon de faire des économies. Au lieu d'être abonné à une salle d'entraînement, faire son jogging à l'extérieur pendant la période d'été, d'automne aussi, chose que je fais présentement. Puis au lieu d'aller en salle pour soulever des poids haltères, en soulever chez soi, faire des exercices comme des push-ups, des redressements assis, chose que je fais des push-ups, j'utilise des poids haltères aussi, redressements assis. Sauf que des fois, c'est moins motivant chez soi qu'en salle d'entraînement, là, c'est sûr. Là. Mais ça permet de faire des économies d'échelle parce que quelqu'un qui est abonné à une salle d'entraînement, puis ça lui coûte 40 ou 50 $ par mois, c'est sûr que si on multiplie ça par 12, ça fait quand même une dépense importante. Ensuite, ce qui permet de faire des économies, donc c'est pour ce qui est du lavage des vêtements, c'est dans le fond, pas utiliser tout le temps du détergent pour laver des vêtements, mais plutôt utiliser c'est une espèce de balle bleue en plastique. Donc, dans mon souvenir, ça s'appelle une gargouille. Je ne prononce pas tout le temps son nom, là. Mais c'est pas une gargouille comme une statue là, avec l'image d'un être reptilien épeurant, là. Mais c'est plutôt une forme... Ça, vous pouvez acheter ça, là. Donc, c'est d'une forme d'une manière sphérique avec des trous. Puis, le principe est le suivant. C'est que l'essentiel de ce qui fait que le lavage est efficace puis que les taches partent, c'est pas la lessive qui est mise dedans, là, le savon pour laver les vêtements. C'est essentiellement l'effet du frottement des vêtements. Puis, en mettant une balle qui amène le frottement,
C'est ça qui fait essentiellement disparaître les taches. Donc, mais ça, j'utilise ça sans détergent dans le cadre de lavage où ce que les vêtements sont peu tachés. Donc, c'est sûr, si le vêtement est taché de manière importante, je vais mettre beaucoup de savon, là. Mais ça peut être quelque chose qui peut être fait pour économiser le savon de détergent pour laver les vêtements. Comme je vous dis, sur une longue période de temps, ben, si vous faites des lavages à toutes les semaines, puis vous utilisez cette méthode-là sur 30 ou 40 ans, ben, ça représente des économies à échelle importantes, là. Sinon, ben, pour ce qui est des économies, il y a tout le temps différentes choses qui peuvent être faites. Là, je vous en donnais une liste de certains éléments. Donc, c'est sûr qu'un des moyens d'économiser, c'est de ne pas être dédaigneux, dans le sens que vous mangez, vous échappez quelque chose par terre. Prenons par exemple une tranche de pain. Bon, ben, si ça a tombé par terre et il n'y a pas de saleté ou de poil de chat, ben, vous pouvez tout simplement frotter un peu la tranche de pain pour enlever la partie qui a été exposée au sol, puis la manger pareil. Tu sais, même chose s'il y a un fruit qui tombe par terre, bon, ben, c'est une pomme qui tombe au sol dans le logement, ben, quelqu'un peut la laver au lieu de l'acheter aux poubelles. Il y a des gens qui jettent tout aux poubelles ce qui tombe par terre. C'est pas nécessairement économique, puis dans certains cas, c'est pas nécessairement sale aussi. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent servir à faire des économies. Sinon, pour ce qui est du deuxième volet du sujet que je voulais aborder, le sujet de l'indépendance financière, en fait, c'est sûr que dans un monde comme en Occident, là, où il y a plein de problèmes financiers, d'endettement, le crédit est facilement accessible, ben, c'est d'être indépendant pour, dans le fond, ne pas souffrir sur le plan économique et être à la victime de créanciers, à la différence des États-nations qui s'endettent massivement et qui les met en position de vulnérabilité à l'égard des créanciers, des banquiers internationaux qui peuvent faire des chantages, de la manipulation pour que le pays conserve une bonne cote de crédit. Parce que si le crédit, sa cote est dévaluée, bien à ce moment-là, il représente un risque plus important, ce qui fait que le taux d'intérêt qu'il doit payer augmente, puis plus que le taux d'intérêt augmente, plus ça décide de rembourser une dette, étant donné que le taux d'intérêt composé fait en sorte que ça devient de plus en plus ardu d'en venir à bout. Donc, par rapport à ça, c'est de comprendre comment fonctionne la finance, aller chercher une éducation financière d'une manière autonome et autodidacte. Surtout sur le web, il y a beaucoup d'informations auxquelles vous pouvez avoir accès. Il y a une YouTubeuse qui a une chaîne, ça s'appelle Margot, Investir son temps. Je vais voir des fois ses vidéos, elle fait bien ça. C'est Margot, Margaux. Donc, il y en a plusieurs là, personnes qui vont donner des conseils financiers sur le web. L'indépendance financière, ça peut être utile pour ne pas endurer un emploi qu'on n'aime pas. Donc, j'avais, il y a quelques années, acheté... en fait, je me rappelle plus si je l'avais acheté ou je l'avais eu en cadeau, là. C'est le livre de Pierre-Yves McSween. C'est un Québécois. Ça s'appelle « En as-tu vraiment besoin ?» J'avais trouvé ça intéressant. Je l'avais lu, en tout cas. Et dans le livre, ce qu'il expliquait, c'est qu'idéalement, c'est avoir une forme d'indépendance financière qui fait en sorte que, par exemple, quelqu'un a suffisamment d'économies, avoir l'équivalent de 2 ans d'économie pour pouvoir, si la personne perd son travail ou arrête son emploi parce qu'elle est tannée, avoir une marge de manœuvre pour se replacer sur le marché du travail et faire un emploi que la personne aime vraiment. Donc, avoir cette marge-là pour ne pas être dans une situation d'esclavage par rapport à un employeur qui est désagréable. Donc, ça, c'est un élément intéressant à prendre en considération. Puis sinon, ben c'est sûr que quelqu'un qui veut aller plus loin, ben pour l'indépendance financière, c'est de vivre de revenus de placement. Donc, il y a un mouvement par rapport à ça. C'est un mouvement anglophone. Ça s'appelle Financial Independence Retire Early.
Donc, ça, c'est les lettres du mot FIRE, là, Financial FIRE, du F de FIRE, I pour Independence, R pour Retire, E pour Early. Là. C'est un acronyme, hein, FIRE. En anglais, ça veut dire feu. Puis, c'est par rapport à des gens qui veulent investir au niveau financier d'une manière significative dans leur vie pour avoir une retraite anticipée puis vivre de revenus par la suite passifs. Donc, de ne pas être averti d'employeurs, de chantage émotionnel pour forcer la personne à travailler. Déjà, avoir une autonomie de 2 ans financière qui permette de répondre aux besoins courants en cas de perte de revenus, c'est intelligent, mais avoir l'indépendance financière, c'est-à-dire de ne plus être obligé de travailler, ça l'est encore plus. Pourquoi? Ben parce que ça permet à la personne d'avoir une liberté d'expression, entre autres, qu'elle n'aurait pas autrement. Dans le sens que la personne qui ne peut pas dire totalement ce qu'il pense au micro parce que il veut pas créer de choc par rapport à son employeur, ses collègues de travail, etc. Bon, ben, la personne qui a la capacité financière en tant qu'autonome financière de ne pas avoir à travailler, que les gens l'aiment ou qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils plaisent ou qu'ils déplaisent, la personne a une certaine liberté de parole qu'elle n'aurait pas autrement, parce qu'elle n'est pas esclave du système économique à ce moment-là. Puis on ne peut pas la faire chanter financièrement, parce que si elle a suffisamment de revenus pour être capable de répondre à ses besoins de base pour le reste de sa vie, bon, ben, avec son système financier, ben, à ce moment-là, c'est intéressant à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses, puis plusieurs approches. Mais j'ai pris quand même du temps à explorer un peu là, le Financial Independence Retire Early. C'est un système, en fait, FIRE. Vous allez avoir de la documentation. Si vous faites de la recherche sur Google, là, sur YouTube, il y a plein de vidéos en lien avec ça. L'idée de base, c'est d'épargner l'équivalent de 25 fois le montant de dépenses annuelles pour ensuite être indépendant financièrement et ne plus avoir besoin de travailler pour le reste de sa vie dans l'optique de retirer un maximum de 4% du capital par année. Le taux de 4% serait celui sécuritaire. Cela est dans l'optique d'avoir un rendement de 6 ou 7% de placement par année pour contrer l'inflation et compenser aussi par rapport aux années où il y a moins de rendement. Donc, les chiffres magiques du système, c'est 25. Là, j'ai lu un texte en lien avec des notes que j'ai prises qui sont mélangées avec des textes que j'ai lus là, sur le web par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est par rapport au revenu que la personne a besoin 25 fois et que la personne, dans une optique de placement conservatrice, avoir au moins 4% par année. Je veux dire, il y a des gens qui font des placements boursiers qui vont avoir une moyenne d'au-dessus de 10%. Donc, ça peut être réaliste. C'est sûr, si la personne prend des obligations, puis l'obligation est à 2%, la réponse c'est non, mais ça dépend quel produit financier. Puis par la suite, par rapport aux 4% de rendement, qui se maintient dans le temps, que la personne retire, c'est dans l'optique qu'elle fasse en réalité un 6 ou 7% de rendement à cause de l'inflation, parce que si dans un monde idéal, la Banque du Canada ici, ou dans le pays où je me trouve, vise à garder l'inflation à environ 2%. Bon, ben, si l'inflation est à 2% d'une manière constante au fil des années ou qu'elle œuvre pour garder ça à ça, en augmentant le taux d'intérêt, ce que ça veut dire, c'est que ça prend au moins un 6% de rendement pour être capable de retirer seulement le 4%, puis compenser le fait que d'une année à l'autre, il y a une augmentation du coût de la vie de 2%. Donc, c'est la logique, là, entre autres, derrière le calcul. Là. Donc, ça prend, c'est sûr, un taux de rendement dans les faits qui est 4%, bien que la personne va retirer 4% là, du montant total à chaque année dans l'optique que ce dernier va se refaire à l'année suivante en totalité. C'est sûr, dans cette optique-là, ça prend une diversité aussi de placement en termes de stratégie. Parce qu'il y a des fluctuations par rapport à la bourse. Donc, à un moment donné, il peut y avoir une crise, par exemple, dans le secteur de l'énergie. Il peut y avoir une crise aussi dans le domaine de la technologie ou une bulle technologique qui éclate. Bon, ben tous les placements qui étaient très payants par rapport à des multinationales de la technologie, bon, ben s'ils sont à terre, ben la personne ne peut pas retirer ces titres-là
Donc, l'année qui se vient, par contre, si elle a des titres que le rendement est bon, prenons par exemple dans le secteur pétrolier ou le secteur alimentaire, bon, ben, elle peut à la place retirer ces titres-là, et ainsi de suite, là. Donc, une stratégie de diversification peut être à considérer. 25% du montant, par exemple, dans le fond, l'un des montants qui pourrait être visé, c'est quelqu'un pourrait dire, ben, je vise à avoir à peu près 50 000 $ par année de revenus. Ce qui fait en sorte que si on multiplie le montant de 50 000 $ par 25, ça fait 1,25 million de dollars que ça lui prend pour pouvoir prendre sa retraite et arrêter de travailler. Donc, c'est sûr, c'est un montant d'argent qui est important. Et pourquoi je parle d'un revenu de 50 000 $? Bon, pour ce qui est de la situation au Québec, pour ce qui est des gens en Europe, en euros, là, ça peut être autre chose. C'est que pour l'année 2023, pour ce qui est du gouvernement provincial par rapport aux braquettes d'imposition, dans le fond, quelqu'un qui gagne moins de 49 275 $, il paye 14 % d'impôts. Ce qui fait que s'il change, par exemple, s'il passe de 14 % à 16 ou à 20 % d'impôts, bien là, ça devient moins avantageux. Donc, à chaque année, ici au Québec, je sais que c'est la même chose pour d'autres provinces du Canada aussi, là, c'est que le gouvernement provincial et fédéral va déterminer le montant que la personne peut gagner sans trop être imposée. Là, c'est sûr que quelqu'un qui fait une stratégie financière, ça y prend des notions de comptabilité. Ça y prend un comptable ou un conseiller financier pour savoir que, bon, si par exemple la personne elle gagne plus que 49 275, ben ça peut faire en sorte qu'elle va passer de 14 à 16 % d'impôts, puis si elle gagne encore plus, c'est 20 % et ainsi de suite. Donc, pour se ramasser avec un bas taux d'imposition, ben, il ne faut pas que la personne en retire trop. Puis là, à un moment donné, j'ai écouté un conseiller financier qui parlait de la stratégie FIRE à la radio, qui expliquait que finalement, la personne, si elle veut rester riche puis pas être trop imposée au Québec, que la personne ait 1 million, 2 millions ou qu'elle soit très riche, il faut qu'elle vive avec un train de vie pour conserver sa richesse si on caricature, dans bas de 50 000 $ par année. Pourquoi? Ben parce que plus que la personne, elle se déclare des revenus d'intérêt, par exemple de placement qu'elle va encaisser, puis plus que elle va payer de l'impôt en proportion. Il y a des gens qui payent environ 50 % de leur revenu d'impôt. Fait que c'est sûr que dans certains cas, comme l'avait fait remarquer un conseiller financier, ça ne donnera pas nécessairement la motivation aux gens de faire des heures supplémentaires au travail. Donc, c'est important de connaître des notions de fiscalité. Donc, ça peut être utile dans cette optique-là. Mais c'est sûr que moi, mon objectif, ça serait, j'envoie ça dans l'univers, d'avoir 1,25 million de dollars que je gère par la suite d'une manière à avoir mon indépendance financière. C'est quelque chose d'atteignable. Il y a des gens, des fois, ça me contrarie parce que des vedettes dans le domaine de la musique, bon, ils vont avoir des contrats pour des disques, plusieurs millions de dollars, des joueurs de football. J'avais écouté à un moment donné un documentaire sur Netflix. Il y avait un jeune, c'était un joueur de football. Bon, ben, il y avait un contrat pour une équipe de football américain, là, d'au-dessus d'1 million de dollars. Bon, ben, quelqu'un qui a un contrat comme ça, il n'y a pas besoin d'en avoir des millions de contrats. Où il suffit qu'il gère bien par la suite son argent le reste de sa vie. Il n'est pas obligé de... Parce que quelqu'un qui joue au football américain, il y avait un film qui avait été fait d'ailleurs à ce sujet-là, Commotion, ben, il s'expose à des commotions cérébrales multiples. Même chose pour quelqu'un qui fait de la boxe. La personne peut gagner des millions, mais je veux dire, c'est sa santé qui peut être mise en échec. Puis quelqu'un qui a des commotions cérébrales, puis le cerveau... il est endommagé, ben ça va nuire à ses habiletés cognitives par la suite. Il peut avoir des maux de tête, des problèmes de douleur, et ainsi de suite, là. Il y a un prix à payer par rapport à ça. Mais je trouve un peu notre société comme étant futile parce que tu as des athlètes sportifs, des joueurs de hockey, entre autres, vont gagner des millions de dollars, puis ils vont pas nécessairement
c'est sûr que là, j'ai un esprit critique, puis je suis très exigeant là, dans ma perspective en portant un jugement en disant une utilisation optimale de l'argent. C'est sûr que moi, si j'étais... Là, ça fait un peu envieux de ma part, là, mais si j'étais un joueur de football, bon, ben j'empocherais, mettons, un contrat de 2 millions, puis je prends l'argent, puis je le place, puis merci, bonsoir. Par contre, c'est sûr que des fois, la vie, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il peut arriver toutes sortes d'imprévus, puis toutes sortes de situations rocambolesques qui font en sorte que la personne, elle peut vouloir être très riche, elle a les connaissances financières pour mettre en place un système qui lui permet une autonomie financière, mais il va y avoir des circonstances de la vie où, par exemple, la personne va être confrontée à un enfant qui est très dépensier ou une rupture, dans le fond, du couple qui va faire en sorte que suite à la séparation puis le divorce, la personne va perdre beaucoup d'argent, et ainsi de suite. C'est sûr qu'il y a des facteurs aléatoires. Dans un sens, c'est intéressant d'écouter des enregistrements, oui, pour se renseigner sur ce type de sujet-là, les moyens d'économiser, parvenir à l'indépendance financière, mais en réalité, dans les faits, la personne en tant qu'individu ne contrôle pas tous les paramètres de sa vie. Donc, depuis tantôt, je parle de ça. Je trouve ça intéressant à faire l'étude de la façon d'économiser, puis d'être capable de s'enrichir, puis pas être à merci des autres pour une forme de dépendance financière qui fait en sorte qu'on peut être libre de chantage et de manipulation, que ce soit au niveau du travail, au niveau couple, ainsi de suite, mais en réalité, il y a tout le temps des facteurs qui nous échappent. Mais sinon, pour ce qui est de la base de richesse, c'est de ne pas avoir de dette. Mais c'est difficile dans le contexte présent parce qu'on est sollicité un peu partout pour avoir des cartes de crédit. Puis le système qui fait en sorte que des personnes deviennent très riches ou très pauvres, c'est naturellement le système des intérêts composés. Prenons par exemple quelqu'un qui a une carte de crédit, puis il y a du 19% d'intérêt à payer si la personne ne rembourse pas le solde qu'elle doit là. Donc, c'est sûr qu'un montant de 19% d'intérêt par année, des intérêts composés, sur plusieurs années, ça représente un montant important d'argent. Donc, il faut faire preuve de vigilance dans l'utilisation du crédit. Puis, le système économique dans lequel on vit, si vous prenez le temps de l'étudier, vous pouvez jouer à Monopoly pour bien comprendre les règles du jeu, chose que j'ai faite abondamment. C'est que plus que la personne est riche, plus que c'est facile d'être riche, puis posséder plein de choses, comme des immeubles à revenus qui donnent des sources de revenus récurrentes, comme dans le jeu Monopoly. Plus la personne possède de terrain avec des maisons puis des immeubles à revenus, plus qu'à ce moment-là, elle s'enrichit de ces différentes sources de revenus. Puis plus que tu as d'argent, plus c'est facile de faire de l'argent. Même chose au niveau boursier. Quelqu'un qui, dans le fond, la personne elle a beaucoup d'argent puis est capable de répondre amplement à ses besoins financiers pour s'alimenter, se loger. Elle peut se permettre de mettre de l'argent dans des fonds de placement avec une grande volatilité, c'est-à-dire une grande variation, parce que si elle a besoin de retirer l'argent dans plusieurs années, pas à court terme, que l'argent se retrouve dans le creux de la courbe boursière ou en haut de la courbe boursière, c'est pas grave pour elle. Tandis que la personne qui n'a pas beaucoup d'argent, elle fait un placement puis elle a besoin de l'argent pour, par exemple, payer le mois qui vient là, par rapport à l'achat de son nouveau réfrigérateur. Si la personne, un mois après, il faut qu'elle retire l'argent et le marché boursier est baissier depuis un mois, ce qui fait que l'argent qu'elle a investi en entrant sur la bourse un mois plus tard est plus bas, elle perd de l'argent. Parce que c'est à haute volatilité, il y a des possibilités de grandes fluctuations. Tandis que si la personne a dit, j'ai pas besoin de cet argent-là avant 30 ans, elle peut être des choses qui varient beaucoup. Et comme le marché, au fil des ans, a tendance tout le temps à monter d'une manière constante, même s'il y a des hauts et des bas, mais en général, il y a plus de hauts que de bas, eh bien, à ce moment-là, la personne, c'est sûr qu'elle va s'enrichir. Prenons par exemple un indice financier comme le SP500, qui représente les 500 plus grandes entreprises américaines.
Bon, ben, s'il y a une moyenne de 7% et plus de rendement annuel sur au-dessus de 30 ans, ça veut dire que si la personne retire ça dans 30 ans, il y a des bonnes chances que le montant d'argent soit plus élevé que le montant qu'elle avait mis à l'origine. Puis en même temps, ben, il y a une certaine stabilité par rapport à ce type d'investissement-là parce que ce qui arrive, c'est que c'est peu probable que les 500 plus grandes entreprises américaines fassent faillite en même temps. Puis si ça arrive, ben, ça représente dans le fond une grave crise économique, là, chose qui arrive rarement, bien que ce ne soit pas impossible, parce qu'après tout, il y a eu la crise de 1929. Mais bref, c'est peu probable que toutes les entreprises soient à terre simultanément. Puis il y a des secteurs d'activité que même en cas de récession économique, prenons par exemple le secteur de l'alimentation, bon, ben, les entreprises qui sont dans ce secteur-là vont continuer normalement à faire des profits. Pourquoi? Parce que qu'il y ait une crise économique ou pas, les gens ont besoin de continuer à s'alimenter. Peut-être qu'un jour, quand les gens vivront en se nourrissant du prana, c'est-à-dire de l'énergie éthérique ou des photons qui émanent du soleil, les choses seront peut-être autrement. Mais pour l'instant, les gens en général ont besoin de s'alimenter, qu'il y ait une crise économique ou pas. Tandis que si une crise économique importante, par exemple le secteur du transport aérien, ben, il risque d'y avoir moins de personnes qui vont aller faire des voyages à Cuba ou en République dominicaine en prenant l'avion. Parce que les gens, avant de couper dans la nourriture, ils vont couper dans les dépenses qui ne sont pas essentielles pour leur fonctionnement, comme aller faire un voyage là, en Europe ou aller dans le sud. Donc, c'est comprendre qu'il y a des entreprises qui risquent d'avoir une certaine stabilité dans le temps, comme le secteur alimentaire, tandis qu'il y en a d'autres que ça va plus varier. Donc, comprendre certains mécanismes financiers. Mais sinon, pour ce qui est du concept de richesse, ça, c'est un principe qui est insidieux. C'est que plus que la personne est pauvre, plus que c'est difficile pour elle de s'en sortir. Puis plus qu'elle est riche, plus qu'elle peut se payer des bons conseillers financiers, puis se payer des gens aussi qui, dans le fond, sur le plan de la fiscalité, vont les aider à faire de l'évitement fiscal. À ne pas confondre avec de l'évasion fiscale, quoique la personne peut faire les deux puis mettre de l'argent aussi dans des paradis fiscaux. L'évitement, c'est d'une manière légale. Quelqu'un qui connaît les lois, ben, il peut jouer sur les lois de manière à ne pas payer d'impôts, tout en étant légal. Donc, c'est des mesures d'évitement de payer de l'impôt. Tandis que l'évasion, c'est là, il ne faut pas que je confonde les concepts. Là. Je ne fais pas nécessairement référence à ça à tous les jours dans mes conversations de cuisine avec ma compagne et ma fille qui commencent à parler. Donc, il y a des gens qui vont chercher à carrément comment dire, mettre de l'argent dans d'autres pays pour ne pas avoir à payer de l'impôt ou cacher de l'argent d'une manière illégale en ne déclarant pas certains revenus. Donc, ce qui est pas pareil. C'est sûr que je peux prendre un instant quand même pour chercher le mot évasion fiscale dans un dictionnaire pour être capable de dire la bonne chose. Pendant que je vous parle, je fais ma petite recherche. Donc, définition d'évasion fiscale, ça va apparaître consiste à ignorer délibérément une partie précise de la loi. Une source importante d'évasion fiscale est la dissimulation. Donc, dissimuler des revenus. Technique définie comme l'ensemble des comportements du contribuable qui vise à réduire le montant des prélèvements dont il doit. L'évasion. OK. Ben, en fait, c'est moins pire que je pensais. C'est de diminuer la personne l'impôt à payer. Je pense que c'est la même chose. Tandis qu'une fraude fiscale, ben là, il y a des nuances. Là. Je pourrais, parce que je suis en train de lire là, sur Wikipédia, là, je pourrais passer des heures à essayer de trouver les nuances et le détail. Mais bref, il y a des gens qui font des fraudes fiscales en cachant de l'argent dans des pays donc comme les Bahamas ou des pays avec des comptes offshore. Puis il y en a d'autres qui vont tout simplement essayer d'éviter d'une manière légale là, de payer de l'impôt. Là. Donc il y a différentes stratégies.
pour que la personne conserve son argent qui peuvent être mis en place. Mais le point, quand je regarde l'argent, parce que j'en ai fait une étude quand même significative au fil du temps, moyen d'économiser, moyen aussi, j'ai étudié les moyens pour parvenir à l'autonomie financière. Puis il y a des choses qui reviennent. Vous allez pouvoir écouter des coachs, des motivateurs sur le web qui parlent d'enrichissement. Puis là, il est question qu'au lieu de travailler pour l'argent, il faut faire travailler l'argent pour soi. Ça me fait souvent rire de voir, dans le fond, cette expression-là. Parce qu'en réalité, c'est comme de dire, au lieu d'être l'esclave, ben c'est toi qui deviens le maître qui a des esclaves. Parce qu'on est dans une dynamique de la dualité. Mais il ne faut pas se sentir coupable non plus si on fait de l'argent, là, parce qu'à un moment donné, on ne fonctionnera pas. Mais le point, c'est que je ne suis pas naïf dans le sens que faire travailler pour soi l'argent, ben c'est derrière ça, c'est d'exploiter le fruit du labeur de personnes pour aller chercher, dans le fond, le plus-value. Et, dans le fond, bénéficier des profits du travail. Donc, un travailleur, dans certains cas, il y a des travailleurs qui sont aliénés, qui sont dépossédés du produit de leur travail. Pourquoi? Ben parce qu'il est pris et est envoyé aux investisseurs. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie des problèmes du système économique capitaliste présentement, qui est naturellement dans une dynamique de l'exploitation. Puis, avec le phénomène que le fait que nos gouvernements autorisent le fait qu'il y ait des intérêts composés, c'est-à-dire des intérêts sur les intérêts, ben ça fait en sorte que tu as des gens qui sont riches, qui sont de plus en plus riches, puis des gens qui sont pauvres, puis de plus en plus pauvres. C'est comme un cercle vicieux puis vertueux. Donc, c'est de comprendre les dynamiques du système économique. Puis le système économique, c'est pour une grande partie de l'humanité des rapports de prédation qu'il va subir. Puis le système est fait de manière à ce qu'il y a un paquet de personnes qui vont travailler, puis que la richesse qui provient de leur travail est envoyée des investisseurs qu'eux autres ne travaillent pas, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils possèdent. Pour être riche, en réalité, en étudiant le système économique actuel, capitaliste, qui a cours en Occident, pour être riche, dans le fond, il ne faut pas être créatif nécessairement, il ne faut pas être inventif, il faut essentiellement posséder une source de richesse. Comme quelqu'un qui a des actions d'une entreprise, puis l'action génère un profit qui fait en sorte que la valeur des actions augmente, par exemple, à chaque année de 10 ou 15%. Bon, ben, ou elle a des dividendes, des revenus, ben, c'est ça qui l'enrichit. C'est pas nécessairement pour travailler pour l'entreprise en question. Donc, c'est un petit peu la situation que peut vivre une personne qui va dire, ben, je ne vais pas manger dans un fast-food, donc un restaurant rapide, un restaurant minute parce que la nourriture n'est pas saine pour la santé, mais comme beaucoup de gens vont manger là et que l'action a une valeur intrinsèque importante au fil du temps, ben, je vais être un investisseur de ce fast-food-là, puis ça va me donner une source de revenus récurrente. Donc, il tire profit à ce moment-là, des gens qui vont manger une nourriture malsaine, puis du travail des employés de fast-food qui, habituellement, gagnent peu d'argent, là, ils sont peu payés, là. Mais elle s'enrichit sur tout ça. Fait que c'est sûr que dans un sens, je regarde ça, je trouve pas ça tellement beau, mais c'est de comprendre les dynamiques du système, d'être réaliste par rapport à ça. C'est sûr que présentement, il y a des gens qui cherchent à mettre en place des fonds équitables ou pour le respect de l'environnement. Mais encore là, il faut creuser pour voir à quel point c'est respecté et c'est équitable. Mais il faut comprendre le système dans lequel on se trouve. C'est sûr que ce n'est pas un système idéal, mais comme l'ont dit certaines personnes, ben, si ça serait un système communiste, ça ne serait pas nécessairement mieux. Donc, il faut être réaliste par rapport à tout ça. C'est de comprendre l'argent en tant qu'élément qui sert à des échanges, des mises en interaction. Puis les effets de levier, dans le sens que quelqu'un, par exemple, sur une hypothèque de maison, bon, ben la personne peut avoir à payer un 3%
de taux d'intérêt. Mais si la personne utilise le fait que ça lui donne une marge de manœuvre financière d'hypothéquer ou de réhypothéquer sa maison parce que le coût d'intérêt est plus bas que ce que ça lui donne, par exemple, d'avoir des actions en bourse qui lui donnent au-dessus, c'est une entreprise très performante, disons dans le domaine de la technologie, au-dessus de 10% de rendement, bon, ben à ce moment-là, le fait qu'elle peut utiliser de l'argent qu'elle n'a pas, qu'elle emprunte à 3% d'intérêt, qu'elle va placer à travers des actions boursières de titre technologique qui va lui donner au-dessus de 10% de rendement, ben là, ça représente un effet de levier qui peut lui permettre de s'enrichir. Mais je ne dis pas nécessairement aux gens de faire ça. C'est sûr que le but de l'enregistrement par rapport à tous les éléments que j'ai énumérés qui servent à faire de l'économie ou favoriser l'indépendance financière, je ne vous dis pas nécessairement de faire ça. Je vous dis que c'est des choses que j'étudie depuis plusieurs années pour comprendre le monde dans lequel je me trouve. Puis pour ce qui est des façons d'économiser, il y a des choses que j'applique avec le temps, comme par exemple, dans le fond, user mes vêtements à cordes, aller dans des friperies. Ouais. C'est sûr que mon rêve, c'est de parvenir un jour à être très riche puis avoir l'indépendance financière. Donc, je peux bénir par rapport à ça. Je peux visualiser ça. B, je peux aussi agir concrètement en ce sens-là. Donc, à travers différentes actions au fil du quotidien pour, dans le fond, en venir à un état d'émancipation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent de la souffrance, du stress, il y a de l'économie. Au fil du temps, j'ai rencontré des gens qui ont des problèmes d'endettement. Naturellement, ça leur occasionne beaucoup de souffrance, un stress. Puis c'est plate comme situation. Puis, je vois aussi tous les cercles vicieux reliés à ça. Je regardais un documentaire il y a quelques semaines aux États-Unis. Il était question que les banques, par exemple, pour acheter une maison, vont prêter à un taux raisonnable à des gens qui, dans le fond, sur le plan financier, ont une bonne cote de crédit. Donc, disons, par exemple, quelqu'un va demander un emprunt pour acheter une maison, il va avoir un 5% d'intérêt. Une institution financière qui va dire, ouais, il y a une façon raisonnable par rapport à l'état de sa gestion de la qualité de sa cote de crédit, ses revenus de rembourser. Puis là, il y avait aux États-Unis des institutions financières qui, par rapport à la personne plus pauvre qui a plus de risques à rembourser, naturellement, en proportion, ils chargent un taux d'intérêt plus élevé. Puis tu avais des gens qui se faisaient charger du 12 ou du 15% d'intérêt. Donc, c'est sûr qu'on s'entend que des intérêts composés, ça devient de plus en plus difficile de rembourser. Puis là, à un moment donné, dans le documentaire, il était question que c'était intéressant qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui sciemment voulait prêter de l'argent à des gens très pauvres pour être en mesure de saisir par la suite d'une manière délibérée la maison pour en prendre possession puis la revendre en prêtant de l'argent à des gens que c'était peu ou pas probable qu'ils soient en mesure de rembourser. Donc, ça devient une stratégie pour acquérir un parc immobilier, là, la question des intérêts. Puis la question des intérêts puis des dettes des États-nations, c'est ça, c'est pas l'objet de l'enregistrement présent, mais c'est d'observer qu'à quelque part, beaucoup de citoyens de différents pays sont gardés en otage par des politiques financières qui sont liées sur l'endettement, alors qu'en réalité, le système économique pourrait être réformé puis ça pourrait être autrement. Donc, mais on n'est pas encore rendu là. Parce que si, par exemple, dans le fond, là, je n'aborderai pas là-dessus parce que l'enregistrement est déjà long. Là. Il dure environ 1h10, mais bref, il y a plein de sites web qui abordent le fait que ce qui nuit à la qualité de vie des citoyens dans les différents pays, c'est l'endettement des États-nations qui est mis en place par rapport à la façon que au niveau international, est gérer la finance. Et ça crée des cercles vicieux. Donc, puis ça, à un moment donné, ça devra être changé, là, puis ajusté, là, naturellement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.